Cette semaine, l'Iran a déjà lancé la 13e vague de frappes contre les bases américaines et les alliés des États-Unis. Le prix du pétrole a bondi de 10 en quelques jours à peine. La question que chacun se pose aujourd'hui est: s'agit-il d'une guerre isolée au loin ou du début de quelque chose de plus vaste ? Parce que ça s'étend de plus en plus géographiquement, de plus en plus de pays sont impliqués dans cette affaire. Essayons donc d'analyser cela calmement et dans l'ordre. Pour comprendre la situation d'aujourd'hui, il faut revenir quelques mois en arrière et parler de ce dont, bien sûr, vous vous souvenez, vous savez, mais essayons de remettre, comme on dit, les choses dans l'ordre. D'accord ? Donc cela a commencé le 28 février 1926. Au plus fort des négociations sur le programme nucléaire, ayant compris que l'Iran ne faisait qu'une seule chose, gagner du temps, les États-Unis, avec Israël, ont porté une frappe soudaine. L'opération s'appelait Lion rugissant. En une seule journée, combien de cibles ont été touchées ? Plus de 500 cibles, et l'aviation israélienne a qualifié cela de plus grande mission de combat de son histoire. Plus de 1200 bombes en 24 heures. La frappe ne visait pas seulement des objectifs militaires. Dès le premier jour, le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ayatollah Ali Khamenei, ainsi qu'un certain nombre de hauts dirigeants du pays, ont été tués. Il a été remplacé par son fils, Mojtaba Amini. Cependant, personne ne l'a vu depuis ce moment-là. D'après les rumeurs, il est cloué au lit, peut-être sans jambes ou peut-être même sans mémoire. Il existe une théorie selon laquelle il est regardé comme Biden, juste comme une momie dont le nom sert à donner des ordres. Depuis, des mois se sont écoulés et, selon différentes estimations, plus de 11 000 frappes ont été portées contre l'Iran. Sur les bases militaires, sur les infrastructures, sur les sites nucléaires, y compris la célèbre usine de Natanz où l'on larguait de lourdes bombes anti-bunker, si vous vous souvenez. L'Iran enrichissait l'uranium jusqu'à 60% et tout cela a en réalité modifié les délais et la nécessité de frapper l'Iran. Dire que l'Iran travaillait exclusivement sur le nucléaire civil n'était déjà plus possible. Tout simplement parce que le nucléaire civil nécessite un enrichissement, selon moi, de 5%, alors que 60%, c'est 12 fois plus. Et ça, disons 60%, messieurs, ce n'est qu'à 5 ou 6 semaines de l'uranium qu'on peut mettre dans une ogive nucléaire. 60% ne sont nécessaires à aucune installation pacifique dans le monde. Aucune. Ce n'est pas un atome pacifique. Point. Pas pacifique, pas pacifique, pas pacifique. Alors pourquoi 60 ? 60% me demanderez-vous ? La raison est simple. Se retrouver à un pas du niveau de qualité militaire. Le chemin vers la bombe n'est pas linéaire. La majeure partie du travail se fait dans les premiers pourcentages, de 1 à 60 comme on dit. Ils ont déjà parcouru presque tout le chemin jusqu'aux 90% nécessaires pour l'arme. Le dernier effort ne prend plus que quelques semaines et non des années. En d'autres termes, l'Iran, apparemment, n'avait pas de bombe prête. Mais il s'est délibérément placé juste au seuil de l'arme, d'où il n'y a presque plus qu'un pas jusqu'à la charge nucléaire. C'est ce fait, et non les déclarations retentissantes des politiciens, qu'il faut garder à l'esprit pour comprendre si la menace était réelle. Si vous pensez que c'est normal pour un État qui ne cesse de crier que dès qu'il obtiendra la bombe atomique, il la larguera immédiatement sur ses voisins, que c'est normal d'avoir la bombe atomique, alors oui, dans ce cas, il n'y a aucun danger. Si vous pensez qu'il ne faut pas donner d'allumettes aux fous et aux enfants, alors oui, il y avait un danger. Et pas qu'un peu. Après cela, une déclaration d'intention a été signée, je ne me souviens plus du nom exact, pour arrêter les actions militaires. L'Iran violait constamment ses propres promesses et l'Amérique a recommencé à bombarder. Qu'est-ce que l'Amérique a bombardé cette semaine et quel impact cela a-t-il eu sur l'Iran ? C'est l'une des questions que je voudrais aborder dans cette vidéo. Les frappes étaient ciblées sur tout ce qui est lié au détroit, à l'économie du Sud. Concrètement, des ponts ont été détruits dans la province de Hormozgan, dans la région de Bandar Kamir, ainsi que sur les routes menant à Bandar Abbas, le principal port de l'Iran. Les infrastructures énergétiques et électriques des provinces du Sud ont été touchées. La tour de contrôle du port s'est effondrée, donc Chabahar sur la côte du golfe d'Oman. L'Iran a également déclaré que la frappe avait touché des positions en Syrie. Pourquoi ce bombardement ou ces bombardements sont-ils nécessaires ? Puisqu'il n'a pas été possible de mettre fin aux tirs sur les navires et d'assurer le passage du pétrole, du gaz et des engrais par le détroit d'Ormuz par la voie des négociations, l'Amérique est passée au plan B. Faire en sorte que la marine américaine puisse protéger les pétroliers contre les tirs iraniens. Cela se fait de deux manières.
La première consiste à détruire tout ce qui peut tirer, viser, lancer des missiles, des obus, dissimuler puis déployer rapidement des vedettes rapides, réduire ces menaces au minimum. Voilà la première tâche. La deuxième consiste à garder la flotte américaine proche pour intercepter tout ce que l'Iran pourrait encore lancer contre les navires pendant leur passage. En d'autres termes, puisque parvenir à un accord de paix n'a pas été possible, la capacité de l'Iran à frapper des cibles mobiles est neutralisée par des frappes quotidiennes. La question est de savoir si cela fonctionne ou non. Dans quelle mesure l'Iran a-t-il encore la capacité de continuer ? Quel a été l'impact sur l'Iran ? Tout d'abord, il y a eu des victimes. Selon les autorités iraniennes, au moins 46 personnes ont été tuées ces derniers 2 jours. Pour l'Iran, avec ses 90 millions d'habitants, ce n'est pas un chiffre très élevé. Plus de 400 personnes ont été blessées, dont 8 lors d'une frappe sur un pont vendredi. Je tiens à préciser une chose. Avant les hostilités, les Iraniens ont été abattus lors de manifestations pacifiques où, selon diverses sources, 30 000 à 40 000 personnes ont été tuées. De plus, les autorités iraniennes pendent, fusillent et éliminent chaque jour et à toute heure leurs propres citoyens de différentes manières, sans vraiment se soucier de qui meurt et en quelle quantité. Donc, les lamentations du genre « Oh là là, 8 personnes sont mortes », ce sont des discours pour l'Occident. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis même pas que ce n'est pas si grave ou pas si important. Oui, je dis seulement que les autorités iraniennes n'ont aucun droit d'ouvrir la bouche à ce sujet. Eh bien, naturellement, elles ouvrent la bouche et continueront de le faire. Deuxièmement, et cela peut être plus important pour la vie quotidienne, les frappes contre les réseaux électriques ont provoqué une crise énergétique. Le ministère de l'énergie de l'Iran a directement appelé les habitants des provinces du Sud à économiser l'électricité pendant la période la plus chaude. Imaginez 40 degrés de chaleur et une panne d'électricité simultanée. Troisièmement, le port est paralysé, la capacité autour de Bandar Abbas diminue et le trafic à travers le détroit d'Ormuz a également chuté. Eh bien, selon moi, il y a 8 navires par jour, alors qu'avant les événements, il en passait 111 ou 112 par là. Et si l'on considère toute la guerre dans son ensemble, voici la situation. L'Iran a perdu, selon différentes estimations, plus de 6 000 militaires. Les pertes économiques sont évaluées à jusqu'à 1 000 milliards de dollars. Des écoles, des hôpitaux et des sites du patrimoine culturel ont été endommagés. On pourrait penser que le régime devrait vaciller. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu de fuite massive de militaires. Il n'y a pas non plus eu de passage massif vers un autre pays, ici ou là, ni de changement de camp. Cela n'arrive pas. Le pouvoir iranien, malgré des pertes énormes, tient encore pour l'instant. Le pari que le régime s'effondrerait de lui-même, eh bien pour le moins, ne s'est pas encore réalisé. Et maintenant, ce qui nous concerne tous directement. Dès le début de la guerre, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, ce passage étroit par lequel transite une énorme partie du pétrole mondial. En réponse, les États-Unis ont instauré un blocus maritime. Ils ont ciblé navires et ports iraniens, déployé plusieurs pétroliers et frappé celui qui tentait de briser le blocus. Nous avons vu les conséquences à la station-service. Rien que cette semaine, le prix du pétrole a augmenté d'environ 10%, dépassant les 86 $ le baril, enfin, presque. Ce mois-ci, on est presque au maximum. Et là, il faut être honnête avec les téléspectateurs. Le prix de l'essence en Amérique dépend directement de ce qui se passe dans ce détroit lointain, que la plupart d'entre nous ne survoleront même jamais en avion pour regarder en bas par le hublot. Même quand la guerre se déroule quelque part loin de chez nous, c'est nous qui en payons le prix. Chaque fois que nous allons à la station-service, l'Iran s'est préparé à la guerre depuis des années, et il supposait que l'Amérique, Israël et peut-être d'autres pays se retrouveraient à ses frontières. L'Iran a mis au point un puissant mécanisme, ce qu'on appelle des groupes relais. Partout où cela était possible, l'Iran dépensait d'énormes sommes d'argent, qu'il volait à sa propre population, sans permettre aux gens de vivre normalement. On ne sait même pas ce qui s'y passait. Oui, il créait, construisait et finançait des armées de terroristes, et il les plaçait tout autour de ses frontières, pour, avec leur aide, frapper les civils israéliens, les champs pétroliers de l'Arabie saoudite, les usines de gaz du Qatar, une idée brillante d'ailleurs. Mais au fond, ça n'a pas vraiment marché. L'acte monstrueux commis par le Hamas en Israël a permis à Israël de commencer l'élimination massive des groupes terroristes, au Liban, à Gaza, ensuite une frappe contre le régime iranien. Il arrive que des événements terribles conduisent à certains changements positifs.
La mort de plus d'un millier d'Israéliens aux mains de meurtriers enragés a conduit Israël et l'Amérique à soit anéantir, soit affaiblir tous les groupes supplétifs qu'Iran avait créés pendant de nombreuses années. Après l'assassinat de Khamenei, le Hezbollah a repris les tirs sur Israël en mars, appelant cela une vengeance. Une véritable guerre a commencé. Au Liban, je veux dire. Mais pendant ces mois, le groupe a été tellement, comme on dit, secoué. On peut même dire qu'il a été très durement écrasé. Ses commandants ont été tués. Le chef du renseignement, le commandant du front sud. Plus de 1000 combattants ont été tués. Ils sont déjà morts. Aujourd'hui, le Hezbollah n'est plus que l'ombre de la force qu'il était il y a un an. Pour le Liban, le prix a été terrible. Plus de 3000 morts et plus d'1 million de réfugiés. Cela représente environ 1 habitant sur 5 du pays, mesdames et messieurs, 1 habitant sur 5 du pays. Et voici ce qui se passe en ce moment, en juillet. Un détail très important, avec la médiation des États-Unis. Le Liban et Israël se sont mis d'accord sur ce qu'on appelle des zones pilotes dans le sud du pays. Voici le sens de cet accord. Israël retire ses troupes de ces zones, mais il ne cède pas le territoire au Hezbollah, mais à l'armée régulière libanaise. Autrement dit, le contrôle du sud passe à l'État, et non à un groupe terroriste iranien, selon le représentant américain. La première zone sera opérationnelle dans les prochaines semaines. Les autres sont en cours de délimitation et de marquage. Il n'y a qu'une réserve. Israël a déclaré que la zone de sécurité ferait 10 km. Il la maintiendra tant que le Hezbollah restera armé. Fais confiance mais vérifie. C'est particulièrement bien quand tu as une grosse matraque dans les mains, pour vérifier. Mais la logique elle-même est en fait révélatrice. L'Amérique et Israël établissent dans le sud du Liban des zones où l'armée libanaise sera aux commandes, et non les hommes de Téhéran. C'est une autre façon de repousser l'influence iranienne. Un deuxième front par procuration. Ce sont les Houthis au Yémen. Ils sont entrés en guerre dès la fin du mois de mars, en lançant des missiles sur Israël. Mais en juillet, il y a eu un tournant très intéressant. Leur chef, dans son discours du 16 juillet, ne parlait pas principalement d'Israël, cet ennemi redoutable, mais des États-Unis et de l'Arabie saoudite, aéroport pour aéroport, port pour port, blocus pour blocus, c'est ainsi qu'il l'a formulé. Le fait est que les Houthis ont essayé de rétablir des vols directs avec la Jordanie. Avec l'Iran, pardon. Oui, et les Saoudiens ont eux-mêmes frappé l'aéroport en réponse. Mais il y a aussi quelque chose d'important. En général, pour le monde entier. Selon les informations, l'Iran a chargé les Houthis de bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, un nouveau point d'étranglement pétrolier, par lequel transite déjà un peu moins de 7% du pétrole mondial, mais si les États-Unis frappent les réseaux électriques iraniens. Les drones et les missiles, selon cette source, sont déjà positionnés. Donc, si le détroit d'Ormuz est fermé. Et maintenant, la mer Rouge est aussi menacée. C'est un autre levier de pression sur le prix du carburant, partout dans le monde. Eh bien, messieurs, les fous restent des fous, mais ils savent ce qu'ils font. Mais ils ignorent que la fin sera la même, quoi que nous fassions. Le résultat ne changera pas. Un troisième front s'est ouvert. Parlons des groupes iraniens en Irak. Ils ont attaqué les bases américaines avec des drones. Rien qu'à Erbil, plus de 2 douzaines d'attaques ont été lancées. Et voici ce qui s'est passé ces dernières semaines, et c'est très révélateur. Le gouvernement irakien. Il a pratiquement posé un ultimatum aux formations pro-iraniennes. Les gars, désarmons-nous, d'accord ? Et se dissoudre dans les structures étatiques d'ici le 30 septembre, et une partie des plus grands groupes a accepté cela. La milice Assaïb al... Comment il s'appelle déjà ? Assaïb al-Haq. Ils ont annoncé la reddition de leurs armes. Kataeb Imam Ali. Ils créent des commissions pour transférer le matériel à l'État libanais. Les brigades de Moqtada al-Sadr, un homme très connu. Oui, c'était l'un des principaux à l'époque, et il a été totalement dissous. Ce n'est pas le cas de tous, oui. Kateb Hezbollah, elle ne cède que partiellement. Elle remet certaines armes. D'autres, elle ne les remet pas. Maintenant, Harakat al-Nujaba. Elle refuse complètement de se désarmer. Mais le simple fait que plusieurs forces pro-iraniennes clés en Irak aient commencé à remettre leurs armes, cela en dit long, mesdames et messieurs, que la pression de l'Iran, la main de l'Iran là-bas, s'affaiblit. C'est encore plus clair, c'est le cas du Hamas.
Début juillet, le mouvement palestinien a annoncé qu'il dissolvait son comité d'urgence. Ce comité dirigeait Gaza depuis, je ne sais pas, mais certainement depuis 2007, Israël transfère, comme s'il confiait le droit de gérer cette zone à l'administration civile, au Comité national de gestion de Gaza. Le représentant du Hamas l'a clairement dit. Le Hamas ne dirigera plus la bande pour supprimer tout prétexte. Cela signifie qu'ils veulent à nous éliminer, mais nous n'en avons pas peur. Le mouvement se retire du pouvoir direct sur Gaza. Le mouvement Hamas se retire du pouvoir direct sur Gaza. Mais il est important ici de ne pas exagérer. Cela ne veut pas dire que le Hamas se désarme ou est devenu pacifique. Pacifique, je ne sais pas, un ange, hein ? Il cède naturellement la gestion civile. Un petit pas en arrière. Mais il veut conserver sa structure militaire et son rôle politique. Il n'a absolument pas peur que tout le monde ne comprenne pas qu'il se désarme. Eh bien, comme vous le comprenez, Israël ne laissera personne garder des armes, et il ne se rendra pas, n'est-ce pas ? Donc, il n'acceptera pas cela. Et ici, je vais parler franchement. À mon avis, je ne crois pas que le Hamas va réellement se désarmer. Céder le pouvoir administratif aux fonctionnaires, oui, il le fera. Mais déposer volontairement les armes sur lesquelles repose leur pouvoir, non. Très probablement, c'est une manœuvre tactique pour relâcher la pression et gagner du temps. Et non un véritable renoncement à la violence. Gazov a une question. Un autre aspect dont beaucoup débattent, c'est le départ des habitants. Selon les sondages menés par l'agence israélienne, le Kogat, je pense. Elle coordonne les questions civiles sur les territoires. Environ 80% des habitants de Gaza. 80. 8-0. Oui. Elle s'est intéressée à la possibilité de s'installer dans un pays tiers. Les responsables israéliens estiment que le chiffre réel pourrait être encore plus élevé. Les critiques ne sont pas d'accord. Que la question n'a pas été formulée de manière précise. Elle était vague. Que dans les conditions de guerre et de destruction, les gens pouvaient ne pas répondre tout à fait franchement. En réalité, si les gens n'avaient pas été francs, ils auraient dit le contraire. Non, nous ne voulons aller nulle part. Même avec ces réserves, il est clair que la question du départ est réelle pour beaucoup à Gaza. Le problème est ailleurs. La question est où aller ? Le Conseil de la paix, dirigé par Trump et Israël, a sondé différents pays. Et presque partout, ils ont essuyé un refus. L'Égypte ? Non, impossible. La Jordanie ? Impossible. Le Soudan ? A répondu catégoriquement non. La Somalie ? Elle-même, comment ça s'appelle déjà ? La Somalie ? Hein ? Vous voyez qu'ils n'en ont jamais entendu parler, n'y pensent pas et ne veulent pas le faire. Ils rêvent eux-mêmes de se débarrasser de quelqu'un. Alors accueillir quelqu'un chez eux, évidemment. Donc d'après ces informations, beaucoup aimeraient repartir. Mais pour l'instant, personne n'a accepté de les accueillir. Et j'ajouterai tout de suite. Les défenseurs des droits de l'homme préviennent que forcer les gens à partir serait une violation du droit international, ce que, bien sûr, nous ne voulons pas faire. Donc la frontière entre permettre aux gens de partir volontairement d'un endroit détruit, oui, et expulser la population, est très mince. Il y a dans le monde un débat assez intense à ce sujet. Un tableau général se dessine. L'Iran essaie de mener la guerre sur plusieurs fronts à la fois, directement et par l'intermédiaire de ses alliés. Mais presque toutes ces forces supplétives aujourd'hui est soit écrasée, comme le Hezbollah, soit occupée par ses propres conflits internes, comme les Houthis avec les Saoudiens. Ou bien elle dépose carrément les armes et se retire du pouvoir, comme les groupes en Irak ou le Hamas à Gaza. Le fameux axe de la résistance que Téhéran construisait depuis des décennies au moins est en train de se fissurer sous nos yeux. Et enfin la question principale. Comment cela peut-il se terminer ? En avril, il y a eu une trêve de 2 semaines, avec la médiation du Pakistan. Mais elle s'est effondrée. Le mois dernier, les parties ont signé un certain mémorandum, mais les combats continuent. Trump menace de nouvelles frappes contre les ponts et les infrastructures. Si l'Iran ne s'assoit pas à la table des négociations, l'Iran rejette les conditions. Donc la conclusion honnête aujourd'hui est la suivante. Il n'y a pas encore de grande guerre terrestre avec des millions de soldats, et elle n'est pas attendue. Mais il y a une guerre faite de frappes, de blocus et de pression. Elle entraîne déjà le Liban, le Yémen, l'Irak, la Syrie, et elle touche à 2 artères pétrolières du monde. De la planète, je dirais. N'est-ce pas ? Et c'est précisément pour cela qu'elle nous concerne, vous et moi. Nous qui sommes très loin de cet endroit, à travers le prix de l'essence, à travers la menace d'une grande escalade, à travers la menace que cela devienne la 3e guerre mondiale.
à travers l'inquiétude concernant le monde dans lequel nos enfants et petits-enfants devront vivre. Je vais suivre l'évolution des événements et vous tenir informés. Et vous, qu'en pensez-vous d'ailleurs? Ce que l'Amérique et Israël ont fait, est-ce un usage justifié de la force ou est-ce une aventure dangereuse? Écrivez dans les commentaires. Pour moi, en fait, votre avis est vraiment très intéressant et important. Et en plus, une autre chose, écrivez ce qui vous intéresse. Parce que parfois, je m'assois et je me demande, est-ce que ça, c'est intéressant ou est-ce que ça, c'est intéressant? Moi aussi, je n'ai pas un temps infini. Et je fais 1 ou 2 vidéos au maximum. Bon, une, disons, politique, avec des encouragements. La deuxième est généralement plus éducative. Mais néanmoins, si je sais ce qui vous intéresse le plus, ce qui vous intéresse davantage, vous intéresse. Alors, ce qui est dans vos centres d'intérêt, je pense que je serai beaucoup plus productif. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.